Et bonjour à tous. Alors nous allons faire un petit virage. On va laisser le monde merveilleux de la veille pour nous intéresser à celui du knowledge management. Antoine, si vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à me rejoindre avec le bouton monter sur scène. Alors, Bonjour Fabien. bonjour Antoine, c'est parfait. Et bien donc effectivement, comme je le disais, on va s'intéresser dans cette dernière session au knowledge management. On va évidemment parler d'Alfeo, qui est donc l'éditeur de la plateforme Syracuse, spécialisée dans la gestion et le partage des connaissances. Antoine Larrey, vous êtes directeur commercial chez Alfeo. Vous allez bien? Tout se passe bien? Bonjour Fabien, très, très bien, je vous remercie. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin et de participer à cette belle journée organisée par Archimag. Voilà, merci de me Ben, recevoir. ça me fait plaisir de vous avoir et surtout de recueillir votre expertise et puis cette présentation de cas concrets que vous allez pouvoir effectuer. Donc, merci beaucoup, ce sera très, très parlant. Mais avant cela, effectivement, on a prévu d'aborder plusieurs sujets dans cette dernière session. On va tâcher de s'y tenir. Dans un premier temps, je vous propose qu'on revoie un petit peu qui est Alfeo et surtout en quoi consiste la solution Syracuse, à quels usages elle répond et à qui elle s'adresse. On parlera ensuite de vos expérimentations chez Alfeo autour de l'intelligence artificielle dont on parle depuis ce matin. Également, on essaiera de répondre à une question cruciale, quels sont les impacts de l'IA sur les métiers de l'information et sur l'expérience utilisateur. Et de manière très concrète, on évoquera ensemble le cas de l'un de vos clients, donc le CZ, qui a collaboré avec vous sur différents sujets, notamment l'optimisation des processus documentaires. Antoine, vous nous en direz plus, bien entendu. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Alfeo, vous présenter aussi accessoirement pour qu'on vous connaisse un peu davantage? Oui, tout à fait. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de m'entendre, je m'appelle Antoine Larrey, je suis directeur commercial chez Alfeo. Ça fait un peu plus de 17 ans que je travaille dans l'édition logicielle avec passion. Du moins, j'essaie de maintenir cette passion intacte comme au premier jour. Le métier d'éditeur est en effet passionnant. C'est un formidable terrain de jeu pour l'innovation. J'interviens ce matin pour présenter Alfeo, donc, qui est une division de la société Archimède. Et Alfeo est en charge de la commercialisation et du déploiement de la plateforme Syracuse dans le domaine précis de la gestion des connaissances et de la gestion de la documentation. Voilà, donc nous sommes une entreprise française, nos équipes sont majoritairement basées à Lille et on a fêté nos 30 ans cette année. Voilà. Ah bah c'est un anniversaire qui se fête. Joyeux anniversaire dans ce cas. C'est la journée, j'ai l'impression. J'ai pas entendu les précédents. Du coup, effectivement, on peut plus trop parler de start-up a priori. Effectivement, on va dire qu'on a de l'expérience. Voilà, c'est une formule qui est souvent plus flatteuse, mais plus sérieusement, malgré nos 30 ans, on essaie de jamais se reposer sur nos lauriers. On essaie de garder une partie de l'esprit startup, hein, surtout sur la partie agilité et créativité, on va dire. Mais on reste une entreprise à taille humaine. On est 65 actuellement. Du fait aussi de notre métier d'éditeur, il y a une grosse partie de nos équipes, près d'un tiers des collaborateurs, qui travaillent directement ou indirectement sur le produit côté R&D. Voilà, donc on a du long de nos 30 années d'existence, on a cette chance aussi d'avoir pu travailler avec plus de 500 clients différents, ce qui fait que ça nous apporte plutôt 30 années d'expérience. On va évoquer ça ainsi. Voilà. Très chouette. Et on a évoqué ensemble Syracuse en quelques mots. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette plateforme? Qu'est-ce qu'elle permet? À qui elle est destinée? Qui l'utilise? Qui sont vos clients aussi? Vous avez évoqué plus de 500 références. Donc de manière très succincte, on propose une plateforme qui permet de stocker et de partager en toute sécurité de l'information fiable et contextualisée. Notre proposition de valeur, c'est de fournir aux collaborateurs d'une organisation, d'une entreprise, un outil de référence qui deviendra la source d'information pour répondre à leurs questions du quotidien. On a pu observer, justement, comme on l'évoquait juste avant, on a rencontré beaucoup d'entreprises différentes, et on a vraiment pu observer au fil de ces dernières années
que beaucoup de collaborateurs étaient souvent en difficulté, voire parfois en situation d'échec, carrément, dans l'entreprise, parce qu'ils ne savent pas retrouver de l'information, ils utilisent souvent des données qui ne sont pas à jour, peut parfois même s'installer un sentiment de culpabilité à toujours devoir demander où se trouve tel ou tel document à ses collègues. Et bien notre plateforme, elle vient justement en soutien aux collaborateurs et aux managers. Ils vont y retrouver l'information et les connaissances essentielles et fiables pour travailler. Notre enjeu, c'est vraiment de les sortir de ce qu'on appelle le vrac numérique dans lequel ils se noient globalement. J'oppose volontairement notre plateforme, notre solution à tous les systèmes actuellement en place, type GED comme du SharePoint, voire même du partage réseau parce que ça existe encore. Ce sont, à mon sens, des espaces de travail, mais ça constitue en aucun cas des réservoirs de données organisés, prêts à être utilisés de manière fiable par les collaborateurs. Donc la plateforme Syracuse, globalement, à qui elle est destinée? À toute entreprise ou organisation soucieuse de faire progresser en autonomie et en confort ses équipes. On met souvent en avant la productivité et ainsi de suite, mais à mon sens, le confort est le point de départ de tout. Les entreprises soucieuses de gagner en qualité dans la réalisation des tâches au quotidien, forcément de gagner en compétitivité. On va pouvoir convertir le temps perdu chaque semaine par les collaborateurs à chercher de l'information en temps de travail effectif. Et puis, toutes les entreprises aussi qui sont soucieuses de structurer leur expertise et leurs connaissances. C'est, je pense, indispensable pour pérenniser les savoirs et les compétences d'une entreprise. On parle souvent de fuite de talents, des problèmes de turnover que peuvent rencontrer les entreprises. Une entreprise qui n'a pas capitalisé sur ses savoirs sur une plateforme, par exemple, comme la nôtre, peut se mettre en grande difficulté demain. J'ai un petit support que je vous propose de partager avec un petit schéma si vous le souhaitez. Hop, je pense qu'il faut que je lance dans avec partager, le petit partage, c'est ça. Partager l'écran. Hop, voilà, ça devrait le faire. A priori, à distance, vous devriez voir l'écran. Ok, parfait. Donc voilà, pour compléter ce que je viens de dire sur l'outil en tant que tel, notre plateforme va vraiment s'inscrire dans une démarche globale. On parle d'ailleurs de démarche KM, quand on parle de knowledge management, de la gestion des connaissances. On apporte donc un outil en support à ce processus. Cet outil va nous permettre d'adresser des sujets comme comment capter les connaissances, comment les partager, comment s'assurer que celles-ci soient consommées correctement dans les grandes lignes. Voilà. Ça, c'est juste un petit schéma pour vous montrer vraiment, on va dire, les enjeux, entre guillemets, de la démarche et donc notre plateforme Syracuse Knowledge Management, à quel niveau, on va dire, elle s'inscrit. Là encore, les images sont souvent plus parlantes que les mots. Et comme j'ai le partage d'écran actif, je vous propose juste un petit détour par une plateforme plutôt neutre de démonstration. Je vais passer 2 minutes dessus. C'est juste que vous puissiez tous, à distance, vous projeter un petit peu sur ce qu'on propose. Donc là, première étape, forcément, sur cette plateforme, je vais me connecter, en tant que collaborateur. Donc, on est forcément câblé avec les annuaires d'entreprise. Ça, c'est pas une surprise, voilà. Et donc, à quoi va ressembler la plateforme Syracuse? Voilà, on vient d'atterrir entre guillemets dessus. Les utilisateurs, vos collaborateurs, vont retrouver différents espaces, qu'ils soient métiers ou thématiques, dans lesquels on retrouvera justement les informations organisées correctement. Les utilisateurs ont également une vision globale de l'activité de la plateforme, que ce soit justement les sujets de discussion en cours, les éventuels événements KM qui seraient organisés, les dernières publications, les tendances. Voilà, tout ça on va dire, se paramètre et s'organise à votre convenance. Voilà. Ça, c'est en premier lieu la plateforme. Dans les fonctions très importantes qu'on va retrouver, c'est la capacité de contribuer. Donc, par l'intermédiaire du petit bouton déposer qui se situe juste ici, on va me proposer des cinématiques de dépôt. Ce que j'entends par cinématique de dépôt, c'est que je vais pouvoir venir nourrir la plateforme avec de la donnée que moi j'appelle contextualisée. Et donc, fonction de ce que je vais vouloir déposer sur la plateforme, on va me proposer une cinématique de dépôt différente. Que si je veux alimenter la plateforme, par exemple avec une norme, avec un rapport
ou avec de la veille ou avec de la documentation, on va potentiellement derrière me poser des questions différentes qui vont me permettre de vraiment bien qualifier l'information pour qu'elle puisse être correctement qualifiée. Un document, une information sans contexte est souvent creuse et peu exploitable. Donc là, je me suis pris un petit fichier d'exemple qui n'est pas forcément très probant, mais c'est juste que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. Là, je publie un fichier du traitement de texte, donc Word pour ne pas le citer. Et donc là, l'outil va analyser globalement le document que je lui soumets en vue voilà, de l'analyser et d'extraire certaines informations dedans. L'utilisateur va donc arriver sur une plateforme où il va retrouver le document publié en regard justement du petit formulaire qui sera à remplir et qui aura été potentiellement pré-rempli. Voilà, donc indiquer globalement qu'apporte le document, tout simplement. Et on va retrouver un certain nombre d'étapes. Alors ça, c'est paramétrable, et ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, c'est juste que vous puissiez tous vous projeter. On va pouvoir venir qualifier le document, éventuellement le lier à d'autres si par exemple cette version en remplace une, ou si je consulte un guide en particulier, c'est intéressant aussi de venir voir ce document. On va pouvoir créer du lien comme ça entre les documents. Éventuellement aussi paramétrer tout ce qui pourrait être notion de confidentialité ou de partage, à qui ce document est le plus destiné entre guillemets en interne, là encore pour ensuite avoir des parcours exploratoires adaptés. Et puis si nécessaire, on peut même mettre également en place un petit workflow de validation si le document doit d'abord être estampillé par exemple par un knowledge manager en interne avant d'être diffusé. Voilà, donc ça, c'est la cinématique de dépôt qu'on a vraiment essayé d'orienter de la manière la plus simple possible. Et puis ensuite, toutes ces connaissances mises à disposition vont bien entendu pouvoir être organisées dans les différents espaces mis à disposition, mais vont également être accessibles au travers de notre moteur de recherche. Donc je vais juste vous donner un exemple sur une question qu'on nous pose souvent. On nous demande souvent, est-ce que Syracuse peut s'interfacer avec justement des GED existantes donc j'ai déjà justement un SharePoint, etc. Qu'est-ce que vous proposez dessus? Il y a un protocole qui permet de s'interfacer avec des GED distantes qui s'appelle CMIS. Donc là, si je cherche CMIS au sein du moteur, on va me proposer toutes les connaissances disponibles en interne qui adressent ce sujet-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas un rapport, mais c'est de la documentation. Et donc là, je vais retrouver la présentation fonctionnelle détaillée de Syracuse, qui justement va m'expliquer, du moins m'apporter un élément de réponse. Les résultats sont présentés de manière assez, on va dire, simple, clair, pour que justement l'utilisateur puisse comprendre potentiellement le contenu auprès de qui il va pouvoir le partager. Est-ce que c'est une documentation publique ou pas? Est-ce que c'est une documentation interne? On va pouvoir vraiment lui faire une sorte de médiation entre guillemets sur le contenu qu'il est prêt à consommer, les fonctionnalités bien évidemment de partage, et puis ensuite le document en tant que tel qui lui est présenté automatiquement, on va dire, positionné sur le paragraphe qu'il concerne en lien avec le mot-clé qu'il a cherché. Alors, si on regarde justement ici le document, on voit que Syracuse fait beaucoup de choses. La présentation fonctionnelle détaillée fait pas loin de 400 pages. C'est pas toujours évident pour un utilisateur de devoir chercher dans un document à plat. C'est pour ça qu'effectivement, on a travaillé avec les équipes R&D pour proposer un assistant sur les données de nos clients. Donc, un assistant qui comprenne le langage humain, qui puisse nous répondre correctement en se basant sur les données fiables qu'on lui donne globalement et uniquement sur ces données fiables. Donc, si de la même manière, je demande à mon assistant est-ce que Syracuse est compatible CMIS, alors je fais des fautes d'orthographe, c'est pas très grave. Voilà, l'outil m'indique bien qu'il est compatible avec ce protocole et ce que ça permet de faire en lien avec les données qu'on lui a mises à disposition. Bien entendu, il n'invente rien. Et puis à l'inverse, si je lui demande si Syracuse sait-il faire du café, hop, dans ce qu'on lui met à disposition, a priori, on n'a pas d'article qui indique que Syracuse sait faire du café, donc il va me répondre en me disant que c'est pas le cas et que globalement, c'est pas un appareil électroménager. Voilà, donc on essaie vraiment d'outiller, on va dire, nos clients avec les outils de capture d'informations, on va dire, et les outils de diffusion nécessaires à ce que la donnée puisse vraiment être consommée correctement.
Merci Antoine pour ce petit aperçu. Alors, la dernière partie sur l'assistant en particulier, forcément, ça fait penser à des outils qu'on évoque depuis ce matin, Notebook LM, ChatGPT, etc. L'IA, justement, c'est un sujet dont vous emparez chez Alpheo. Est-ce que c'est une préoccupation aujourd'hui ou comment justement vous travaillez autour de ces sujets? Alors, côté, on va dire chez nous, hein, côté recherche et développement, on expérimente l'IA depuis les années 2000, 2016, 2017 à peu près. Notamment à l'époque lorsque peut-être pour les plus anciens, lorsque les technologies de deep learning et de machine learning ont commencé à se démocratiser. Mais effectivement, c'était l'artillerie lourde. Si on souhaitait amener un tant soit peu d'intelligence sur les données, on devait déployer des architectures considérables, entraîner nous-mêmes des modèles d'IA sans véritable garantie de résultat, on va dire. Bref, c'était pas à la portée de tout le monde et encore moins à la portée de toutes les bourses parce que tous ces systèmes-ci voilà, coûtent cher. Il faut le prendre en compte. Les technologies ont continué d'évoluer, et il y a des acteurs du cloud qui ont commencé à proposer ces technologies, on va dire plus sous forme de services, avec des services sur étagère. Et c'est ainsi que nous, en 2021, on a mis en production nos premiers services d'IA dans la plateforme. Avec par exemple de l'extraction d'éléments notables, d'éléments clés dans les documents publiés pour améliorer l'indexation, ou encore de la description automatique d'images quand nos utilisateurs publient des images dans la base. L'objectif poursuivi était vraiment d'améliorer à chaque fois cet aspect de découvrabilité des données, d'améliorer la pertinence du moteur de recherche. C'était voilà, l'élément phare, on va dire, pendant assez longtemps. On a des clients, je me suis permis de préparer un petit exemple, qui utilisent par exemple la plateforme pour créer parfois des espaces photothèques en interne. Pouvoir avoir de l'IA sur des images qui ne sont pas décrites pour justement générer des mots-clés, générer de la description, ça a une vraie valeur ajoutée dans ce contexte-ci. Si ici je cherche par exemple moi, dans ma base d'images un moto rue noir et blanc, par exemple, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je peux tomber de ce fait sur une image au sein de la base qui ne comporte aucun de ces mots-clés dans la description qui est faite, mais pour autant j'ai trouvé l'image. Pourquoi? Parce que c'est l'IA qui m'a justement permis de générer tous ces mots-clés, à l'instar de ce que fait par exemple un acteur comme Google Photos. Je suppose que vous utilisez tous au quotidien ou sans doute d'autres outils existants. Donc ça, c'était pour ce qu'on faisait dans le passé entre guillemets. Et puis maintenant, on va parler effectivement de ce qu'on fait depuis quelques temps. Alors je vais reprendre mon petit support, Fabien, voilà, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose sous les yeux. Je dis pas que je suis pas agréable visuellement, mais voilà. Tout va bien. C'est très bien d'avoir aussi le visuel, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout à l'heure vous abordiez la question surtout, je pense, de l'IA générative. Je suppose que vous l'avez abordé également ce matin avec les autres acteurs. Donc nous, on travaille dessus de manière active, on va dire, depuis 2023. La technologie étant vraiment très novatrice, on a fait le choix, alors je pense que c'est ce que j'ai entendu aussi de la part du dernier intervenant ce matin, mais on a fait le choix de commencer par une phase d'expérimentation. Alors c'est drôle, c'est quelque chose qui revient, je pense, assez souvent, mais autant on a plein de technologies qui nous sont souvent mises à disposition et où on sait que voilà, on développe et entre guillemets, ça va fonctionner de facto, la technologie est relativement simple. Là, on est vraiment sur quelque chose qui nécessite plus de passer par une phase d'expérimentation. C'était important pour nous d'expérimenter ces nouvelles capacités globalement offertes par les machines, et notamment les fameux LLM, donc ces applications IA, on va dire, qui permettent de comprendre le langage humain et de générer du texte. On s'est rendu compte, et je pense que voilà, tout le monde partage ce constat, que les LLM, c'est super, ça comprend le langage humain, ça formule des réponses, mais ça a été entraîné sur les données du web, donc ça offre de super capacités de compréhension, de restitution, mais niveau base de connaissances, globalement, ça s'appuie sur tout ce qu'il y a sur le web, et ça, c'est moins bien. Donc on s'est lancé, nous, le défi d'expérimenter l'IA générative en la concentrant uniquement sur les données de nos clients. Donc c'est le petit exemple que je vous montrais juste avant. L'objectif pour nous était justement de proposer un assistant permettant de questionner les contenus stockés et décrits.
Donc effectivement, on peut faire le parallèle avec une sorte de chat GPT d'entreprise. On en a profité, hein, pour le coup, nous, au niveau de la démarche, pour se faire accompagner par des spécialistes du sujet qui nous ont aussi aidé à faire les bons choix au long de la conception de ce prototype. Donc, on est passé par une phase d'expérimentation. On a fait, donc c'est ce qu'on appelle un POC, hein, un fameux Proof of Concept, donc qui a couru sur entre guillemets 2 petites années, hein, on va dire fin 2023 jusqu'à mars 2024. Et donc, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le petit assistant dans sa version prototype. On a la chance d'avoir un panel de clients variés, donc on a pu expérimenter justement cet assistant chez un certain nombre de clients. C'est souvent notre démarche, hein. On travaille beaucoup en collaboration avec nos clients, voire des fois des futurs clients. Et on s'est assez vite rendu compte en jouant avec les données de nos clients qu'on a dû leur poser des questions, justement, leur demander par rapport à vos contenus, c'est quoi les questions que pourraient se poser, les questions que pourraient se poser vos utilisateurs. Et l'objectif était pour nous de valider tout simplement que les réponses qu'on fournissait ensuite derrière étaient de qualité et conformes aux attentes. Donc quelques exemples, là, on a travaillé avec des acteurs, par exemple, dans l'environnement, qui ont des bases constituées de rapports, d'éditions, mais aussi d'articles de presse pour faire peut-être un peu plus référence à la partie veille de ce matin. Et les questions globalement que peuvent se poser des utilisateurs, c'est du type quelles sont les pratiques actuelles en France de la prise en compte du carbone dans les projets de rénovation? Comment réduire l'impact carbone des bâtiments? Un autre exemple dans le secteur de l'assurance, où là on a un client qui gérait des données juridiques de la veille. Quel est le montant de la collecte nette d'assurance vie en France au mois de mai? Quel est le gain de productivité de la semaine de 4 jours? Ça, c'est des questions qu'effectivement, si on les pose globalement au sein des données du web, on peut avoir un petit peu tout et n'importe quoi qui remonte. Par contre, les concentrer vraiment sur les données fiabilisées de l'entreprise, et bien là, ça fait tout son sens, et en termes de réponse, c'est de bien meilleure qualité. Comme je le disais, hein, tout au long de cette phase de prototypage, on s'est appuyé sur des partenaires pour bénéficier de leur expérience et vraiment, de manière itérative, améliorer, entre guillemets, les algorithmes, les prompts, et ainsi de suite. Ça nous a permis, toute cette phase d'expérimentation, d'aboutir à une petite synthèse, hein, qui nous a permis vraiment de comprendre ce qu'attendaient nos utilisateurs finaux. On ne voulait pas arriver avec nos gros sabots et dire voilà, globalement, on a une idée, on la pose sur la table et débrouillez-vous avec. On voulait vraiment amener un assistant qui corresponde parfaitement aux attentes. Et cette phase d'expérimentation a permis de mettre en avant un certain nombre de choses que je trouvais intéressant de partager avec nos participants, entre guillemets, nos inscrits aujourd'hui. C'est que s'appuyer sur une base de données locale, c'est super, c'est ce qu'on a fait au niveau de l'assistant, mais nos clients, pour le coup, nous ont rapidement dit que Syracuse permettait de justement déjà nativement de se constituer une base locale, mais permettait aussi de s'interfacer avec des entrepôts de données tiers, et qu'il y avait un vrai intérêt aussi à pouvoir faire en sorte que l'assistant puisse aussi s'appuyer sur des gisements de connaissances tiers. Donc je vous donne un exemple, hein, là encore à vérifier niveau droit et compagnie, mais je suis justement dans le juridique, j'ai mes documents internes, mais peut-être que s'il y a des données open data de Légifrance disponibles, je peux dire globalement, je considère que c'est une source fiable et je veux aussi pouvoir m'appuyer dessus. Donc voilà, cette capacité globalement multisource de Syracuse, elle a été jugée par nos clients vraiment très intéressante. L'autre élément, on a des clients forcément internationaux qui, au départ, quand on a abordé les sujets d'IA, alors ça arrive encore, nous ont tous dit « Ah super, avec l'IA, est-ce qu'on peut traduire de manière automatique maintenant nos contenus ?» Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais j'aime bien embêter un petit peu les gens. J'ai tendance à dire que c'est has-been désormais. La force, hein, des assistants que l'on met en place, c'est que quand bien même tous vos contenus sont rédigés en français, vous pouvez avoir des collaborateurs anglophones ou germaniques ou autres qui vont pouvoir dialoguer avec l'assistant dans leur langue natale, et l'assistant va répondre en s'appuyant sur les données en français de la base, mais va les traduire entre guillemets à la volée pour l'utilisateur final. Donc ça rend le système agnostique à la langue, on évite de tout traduire, et ça c'est quand même un sacré gain. L'élément aussi très important qu'on a identifié, c'est que les IA font des propositions de réponses, hein, globalement, et que c'est important de sensibiliser l'utilisateur
sur justement où cette information a été piochée dans le cadre de la réponse qui a été formulée, et puis aussi potentiellement lui demander si la réponse est de qualité. Pourquoi? Parce que système vertueux, peut-être que le système s'est appuyé sur une donnée en interne qui est fausse, qui est erronée ou qui est peut-être pas très très claire, et qu'il est nécessaire d'améliorer justement pour que la réponse soit de meilleure qualité derrière. Donc voilà, on rentre dans un système vertueux d'amélioration de la donnée. Et puis encore deux, trois petits éléments là-dessus en synthèse de l'expérimentation, c'est que globalement, on a souhaité aussi que l'assistance s'adapte globalement en fonction des personas de nos clients. Qu'on soit un technicien, entre guillemets, sur site, donc quelqu'un de très technique, ou bien une personne, un métier dans un bureau, on n'aura pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins en termes de réponse. Donc, on va aussi pouvoir adapter l'assistant à notre profil, entre guillemets. La phase d'expérimentation nous a forcément permis de mesurer aussi le modèle économique qui pouvait se cacher derrière, comprendre les coûts, que ce soit financiers, mais également techniques que ça pouvait engendrer. Et puis, ce qui a été très très important, et c'est en lien avec le sujet de ce matin, c'est que globalement, on a compris ce que ça permettait d'amener en termes de perspective d'un point de vue expérience utilisateur. S'adresser en langage naturel à une application, ça casse les codes du web existant. Là où on a une approche où on réfléchit souvent aux mots-clés que l'on tape, on réfléchit en fait avant d'agir. Maintenant, on a tendance à tout simplement dire ce qu'on attend de la machine. Donc voilà, on voit que globalement, il y a des choses qui sont en train d'évoluer là-dessus, que tout n'est pas encore en place. Moi, j'aime prendre un exemple pour comprendre le virage qu'on est en train de prendre et qu'on va continuer de prendre. C'est que si vous prenez les jeunes d'aujourd'hui qui sont les adultes de demain, tous parlent à leur téléphone désormais. Je pense que tout le monde a déjà vu quelqu'un dialoguer avec son téléphone ainsi. Eh bien, les applications qu'on met en place en ce moment et demain devront aussi s'adapter à ces changements. On passera peut-être d'un mode de recherche mots-clés à un mode où on saisit en langage naturel et où demain, peut-être, on parlera tout simplement à l'application qu'on proposera à l'utilisateur. Voilà, donc de vrais gros changements impactants. Et puis l'aboutissement de tout ça, c'est la phase d'industrialisation où on est en train là de mettre en place, on passe du prototype, on va dire, à la livraison finale, on met en place un assistant qui justement, compte tenu de la synthèse que je vous ai présentée juste avant, va répondre à ces différentes exigences, pouvoir interroger la base de manière globale ou la filtrer sur un certain nombre de contenus, voire la filtrer sur certains documents pour vraiment amener au collaborateur final l'outil entre guillemets adapté pour exploiter au mieux les contenus qui lui sont mis à disposition. Voilà, tout en citant les sources et ainsi de suite. Donc cette version sera proposée à nos clients en 2025, en février 2025. Et là, on continue de collaborer justement avec nos clients sur cette phase de sortie, sur cette phase finale, pour vraiment proposer quelque chose de qualité. C'est notre souhait. Merci beaucoup, Antoine. Alors, je crois, selon mes sources, qu'il y a un client qui profite peut-être déjà de cet assistant. Vous allez nous confirmer ou en tout cas nous en dire davantage. C'est donc le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Pour reprendre les choses dans l'ordre, j'imagine qu'ils utilisent déjà Syracuse. Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, déjà, je voudrais remercier les équipes du CESE donc, qui m'ont autorisé à parler du projet aujourd'hui, notamment Nicolas Bell, qui est responsable du pôle intelligence de la donnée. Nos agendas ont fait que M. Bell n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il aurait été ravi de parler de ce projet. Il en aurait sans doute aussi mieux parlé que moi, donc je vais essayer d'être de me hisser à son niveau, mais voilà, il n'y a pas mieux placé que M. Bell pour parler de son projet. Donc peut-être pour rappeler déjà brièvement qui est le CESE, ça me paraît important pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Le CESE, donc c'est le conseil. Attendez, j'ai une petite boîte de dialogue qui s'était ouverte. C'est le conseil donc économique, social et environnemental. C'est la 3e assemblée constitutionnelle de la République. Donc le rôle du CESE, pour vraiment la faire simple, c'est de conseiller le gouvernement et le Parlement à l'élaboration des politiques publiques. Donc c'est un travail qui est accompli par 175 membres, femmes et hommes de terrain.
Fait notable, depuis 2021, le CESE s'est vu confier de nouvelles missions et ils enrichissent notamment leurs travaux avec également une participation citoyenne. Donc ça, je trouvais cet aspect intéressant à mentionner. Et le travail de conseil passe en fait par un travail d'écoute, de dialogue et de recherche pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain et on va dire éclairer la décision publique. En synthèse, donc globalement, le CESE conseille le gouvernement et le Parlement, contribue à l'évaluation des politiques publiques, permet à la parole citoyenne de s'exprimer pour enrichir ses travaux, et le CESE promeut le dialogue et la coopération avec ses homologues régionaux, notamment les Césaires européens et étrangers. Pour vous parler du projet, c'est important de comprendre comment fonctionne le CESE. Donc le CESE, le point de départ, c'est une saisine. Globalement, c'est le point de départ du travail des membres. Le travail, l'aboutissement du travail, ça va permettre de produire un avis, de produire un rapport, une étude ou une résolution. Le petit schéma en dessous explique bien globalement les différentes formes entre guillemets de saisine qu'il peut y avoir. Une saisine peut être gouvernementale, c'est-à-dire qu'elle est à l'initiative du Premier ministre. Donc j'ai un besoin, j'en réfère au CESE. La saisine, elle peut être parlementaire, donc à l'initiative du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ça peut être également, c'est important, une saisine d'initiative. Donc là, c'est vraiment le CESE qui décide de travailler, de lancer un travail sur un sujet en particulier. Et puis, une saisine peut également avoir comme origine une pétition citoyenne. Voilà. Je vous explique le travail ensuite globalement des équipes, et là on va en arriver ensuite à la plateforme. C'est que donc le travail va s'organiser de la sorte. Une saisine va être attribuée à une commission de travail. Il y a un ou plusieurs rapporteurs qui seront nommés dessus. Et ensuite, s'ensuit tout le travail de fond, d'audition d'experts, de rédaction, jusqu'à aboutir à la livraison du travail, entre guillemets, abouti. Et donc, c'est dans ce contexte qu'ils utilisent Syracuse au quotidien. Ça reprend également à ce que je viens de dire à l'instant, mais globalement, là, c'est plus pour le projeter d'un point de vue outillage interne. Le CESE, donc globalement, dispose d'un SharePoint qui va leur permettre de travailler sur les différentes saisines. Il y a une bibliothèque SharePoint qui est montée pour chaque saisine mise en place. Différentes équipes vont comme ça contribuer, collaborer dans un espace de travail fait pour. C'est ce que je disais tout à l'heure, un SharePoint, c'est un espace de travail. Mais une fois ce travail réalisé, justement les livrables finaux, on va dire les documents validés, vont ensuite être capitalisés sur la plateforme Syracuse que l'on a mis en place au CESE, avant de pouvoir potentiellement aussi être exposé à l'ensemble des citoyens pour les documents, en tout cas publics. Voilà. Donc ça, c'était le projet initial. Merci Antoine pour ces premiers éléments. Une question évidente, c'est pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi? Pourquoi ils ont choisi Syracuse? Pourquoi ils ont choisi Alfeo? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de ce choix? Alors, enfin, du moins, on n'a pas eu l'occasion de collaborer avec toutes les personnes au CESE, mais du moins, Nicolas Bell et son service sont vraiment un service très en avance de phase. Ils sont beaucoup je pense que c'est aussi leur métier actuel qui fait cela, c'est-à-dire qu'ils essaient de se projeter sur l'avenir, ou du moins de projeter de projeter les lois de demain en fait. Ils sont beaucoup donc dans la prospective, mais également d'un point de vue technologique. Ils sont très moteurs sur l'évolution de leurs pratiques, sur les services à proposer à leurs équipes. Donc on partage en quelque sorte, et on s'en est rendu compte assez tôt, le même ADN à ce sujet, vraiment cette appétence pour l'expérimentation, l'innovation. Et comme la plateforme, on va dire qu'une des forces de notre plateforme, c'est qu'elle continue d'évoluer régulièrement. Et nos clients peuvent aussi influer sur la roadmap. Donc nos clients peuvent tout à fait, entre guillemets, s'inscrire sur les développements qui vont avoir lieu. Et je pense que c'est un des points importants du CESE, c'était de pouvoir dire nous on va pouvoir aussi avoir un impact sur la plateforme qu'on a choisi pour l'emmener aussi dans la direction qui est souhaitée de leur côté. Donc le CESE contribue directement à son échelle à la roadmap de Syracuse. Oui, tout à fait.
Globalement, quand on a un client qui passe en production, c'est pas rare que, entre guillemets, l'aventure projet continue. Comme j'ai dit, on a des clients qui aiment se projeter sur l'avenir. Et Monsieur Bell a vraiment très rapidement pris en main la plateforme. Et de manière assez naturelle, en fait, derrière, on a souhaité continuer la collaboration avec un second projet qui a justement plus une connotation IA cette fois-ci. Et là, l'objectif était d'exploiter l'IA. C'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu le processus documentaire, on va dire, actuellement en place. Le but était d'exploiter l'IA au service des professionnels et aussi au service des utilisateurs finaux. Le but, en fait, était d'améliorer le processus documentaire de captation des connaissances. D'accord. Donc, comment, globalement, à partir de l'étape numéro 1, je peux passer à l'étape numéro 2 de manière la plus fluide possible. Entre guillemets, du SharePoint à Syracuse. Comment je peux faciliter potentiellement aussi la qualification des documents que je stocke. Et puis ensuite, la dernière étape, forcément, mettre à disposition notre assistant sur leurs données. Donc là, si je fais une petite synthèse de ce projet en cours, on a mis en œuvre au niveau de Syracuse, comme je le disais tout à l'heure, Syracuse permet de se connecter à un certain nombre de systèmes en place. On peut nativement dans Syracuse se connecter à du SharePoint 365. Donc là, la première étape, ça a été de se dire, on branche leur plateforme actuelle sur leur SharePoint 365, ce qui permet directement depuis Syracuse de surveiller les bibliothèques de travail et d'identifier ce qui est à capitaliser. D'accord. Et puis de voir aussi ce qui a été capitalisé, ce qui ne l'est pas encore. L'objectif ensuite, c'est d'amener les fonctionnalités de capture. Donc, ok, j'ai trouvé le document terminé. Historiquement, on le téléchargeait, on se l'envoyait par mail pour le mettre dans la plateforme. Là, le but, c'est en un clic de pouvoir dire, ok, celui-ci, je veux l'intégrer dans ma base. Si je peux l'intégrer en un clic, potentiellement, de la même manière, si j'ai déjà une pré-saisie des informations qui est faite au niveau des formulaires de dépôt, c'est encore mieux. Donc là, on parle ici d'indexation intelligente. Et puis, la dernière étape clé, c'était effectivement la dernière étape clé, sans jeu de mots, mais c'est de donner ensuite les clés à l'utilisateur sur les données au travers de l'assistant que l'on déploie. Donc, j'ai l'autorisation de vous présenter leur pré-production, d'accord. Donc c'est un environnement sur lequel on travaille actuellement pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça peut donner. Donc là, je vais me connecter en tant que membre du CZ. Donc je m'appelle John Roberts pour l'occasion. Voilà. Donc là, quand j'arrive sur la plateforme, je ne vais pas vous faire une présentation complète, je pense qu'il y a déjà des webinaires qui existent sur leur projet initial. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment cette capacité à pouvoir ici interroger des contenus SharePoint. D'accord. Donc, si je cherche par exemple, je m'étais préparé une petite requête, voilà, cadre légal Québec. En recherchant ainsi, là, je recherche globalement dans les bibliothèques SharePoint du CZ. Donc dans les différentes bibliothèques, d'ailleurs c'est Monsieur Bell qui choisit de référencer celles qu'il souhaite surveiller. À ce niveau-ci, l'utilisateur peut tout de suite se paramétrer des notifications pour peut-être être prévenu de manière automatique dès qu'il y a un nouveau document qui parle du cadre légal au Québec qui arrive dans la base. Donc, fonction de l'avancée des travaux des différentes commissions, entre guillemets, je peux déjà tenir informé en temps réel de ce qui se passe. Et puis, dès que je trouve un document qui m'intéresse, bien, je vais pouvoir en un clic, je vais pouvoir donc déjà, je le prévisualise, ce qui est pratique, je regarde si c'est bien celui que je souhaite, et ensuite, en un clic, je vais pouvoir le publier. Et en fait, là, on retombe dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a le document qui est récupéré de manière automatique de SharePoint, qui va s'afficher ainsi, et puis on va avoir un formulaire qui va être pré-rempli, avec un certain nombre d'informations qui auront été extraites de manière automatique. Et je pense, par exemple, notamment aux personnes qui sont citées dans le document. Et bien ça, c'est des choses qu'on extrait de manière automatique avec l'IA qui vont permettre de pré-saisir automatiquement les données, de laisser ensuite la valeur ajoutée, on va dire, de Monsieur Bell sera surtout sur la vérification que les informations extraites soient bonnes, mais entre partir d'une feuille blanche et juste vérifier de l'information, c'est tout de suite plus confortable si on se limite à vérifier. Et donc voilà, là on a vraiment travaillé cet aspect captation de la donnée la plus rapidement possible.
Et puis, là, l'étape finale, hein, c'est effectivement la mise en œuvre de notre assistant sur ces données. Donc, on va déployer ça là sur fin d'année avec une certaine excitation, on va dire. On est impatient de pouvoir livrer notre première version officielle à ce client. Ok. Et en ce qui concerne le CZ ou plus globalement l'intégration de l'IA à vos solutions, quelles sont un peu vos perspectives d'évolution? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont déjà dans les cartons, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, tout à fait. Alors, et on a pas mal de choses prévues côté R&D, dont certains éléments sur lesquels on communiquera en temps voulu. Mais il y a des très belles choses qui vont arriver, qui vont continuer d'arriver, en tout cas, soyez-en certains. On continue actuellement de travailler avec le CZ, notamment sur la partie extraction structurée de données. Donc cet aspect captation, maintenant qu'il est en place, on veut vraiment travailler, continuer de collaborer sur l'indexation intelligente des données. Donc vraiment limiter autant que possible le travail de qualification et de contextualisation de la donnée. Voilà, globalement, mettre en production déjà notre assistant chez eux, le proposer à notre parc en février. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, on voit que les codes du web changent d'un point de vue expérience utilisateur. Le fait de s'adresser en langage naturel, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, partez du principe qu'il y a pas mal de choses qui risquent de changer dans les interfaces avec ces nouvelles capacités. Voilà. Ça promet pour 2025 en résumé. Tout à fait. Non, mais Alors, allez-y. on a reçu quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres si vous le souhaitez. Merci Antoine pour toutes ces explications. Alors, peut-être en complément. Alors, beaucoup de questions concernent les replays. Rassurez-vous, vous aurez le plaisir de revoir la session avec Antoine ou toute celle de ce matin si vous le souhaitez a posteriori. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout vous sera envoyé après l'événement, bien entendu. Antoine, il y avait une question qui concernait l'interfaçage et je le trouve effectivement intéressant. Vous nous avez dit que dans le cadre du CZ, Syracuse a priori s'interface avec SharePoint. Est-ce que la plateforme doit aussi s'interfacer avec des outils de veille? Alors oui, c'est une très bonne question. Effectivement, alors déjà dans Syracuse, on a également un outil de veille et de curation qui existe, d'accord? Donc on a bon nombre de nos clients qui l'utilisent et qui, entre guillemets, surveillent leur flux au travers de Syracuse et font leur veille au quotidien. Donc on a aussi bien les outils de veille et de curation que les outils de diffusion derrière qui vont bien pour diffuser à tous les publics globalement les différentes là où les différentes veilles. Mais on sait également s'interfacer avec des outils existants. Donc, je pense à par exemple des outils comme InnoReader, des outils comme Scoopit, et il y en a sans doute d'autres que j'oublie, parce qu'on s'est rendu compte que parfois dans une même équipe, il peut y avoir, je dis une bêtise, 5 personnes qui font de la veille. Et puis, il y en a 4 qui vont se mettre à utiliser notre outil. Et puis, il y en a un 5e qui utilise déjà InnoReader de son côté, qui n'a pas envie de changer. Et donc, il continue de travailler comme il fait historiquement. C'est juste qu'on va venir câbler son InnoReader sur la base, de sorte à venir alimenter de manière directe la plateforme. Donc, voilà, on est autonome sur ce sujet de la veille, mais on peut aussi tout à fait s'interfacer avec des plateformes tierces. Une question qui était arrivée pendant la démo de Syracuse directement, qui demandait s'il était possible d'ajouter un dossier plutôt qu'un document. Vous nous avez montré effectivement qu'on pouvait ajouter un document. Est-ce qu'on peut ajouter un dossier complet ou plusieurs documents d'un coup? Alors, on a tout à fait, on a des fonctionnalités globalement toujours par du glisser-déposer qui vont nous permettre, de faire de la publication en masse, d'accord. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite, pour peut-être compléter ce que je dis, on a une approche un petit peu différente dans Syracuse de l'approche justement historique que peut l'être un partage réseau ou un SharePoint. Dans ces GED historiques, il y a une approche pas arborescente, mais il y a une approche dossier. C'est-à-dire qu'un document, je le mets dans un dossier.
Nous, un document, on va indiquer par quel parcours on peut y accéder, mais il y en a potentiellement plusieurs. Intellectuellement, j'ai un document, un guide, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir y accéder par un chemin de données et d'autres par un autre chemin. C'est ce que ne permettent pas de faire les dossiers, justement. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent moi j'ai mis un document là, mais je l'ai aussi mis là et là, parce que les gens, en fait, sinon ne le trouvent pas. Voilà, nous, on est plutôt sur le fait d'avoir un seul document, mais qu'on va correctement qualifier pour qu'il soit accessible, en fait, comme les gens l'entendent. Voilà, vraiment penser comment les gens veulent consommer le contenu et les sortir de dans quel dossier j'ai rangé le fichier. Antoine, vous nous avez aussi parlé de contextualisation, et justement, ça faisait écho à la keynote d'introduction lors de laquelle on a parlé d'IA contextuelle notamment. Ça nous intéresse aussi d'avoir votre point de vue en tant qu'expert sur le terrain. Quel est justement l'impact que vous voyez de l'IA par rapport à cette contextualisation de l'information? Alors, je vais y aller au travers d'exemples. C'est formidable. J'ai un assistant que je peux maintenant interroger. Une donnée brute, un fichier ne se suffit pas à lui-même. Je prends un exemple, je vais prendre deux exemples. Dans ma base, super, je peux publier des podcasts, des interviews, des interviews utilisateurs. La transcription audio seule, donc tout le texte, tout l'échange, ne me permet potentiellement pas de savoir de quelle émission il s'agit, qui sont les intervenants. Donc demain, quand bien même je propose un assistant sur ces données-là, si j'ai pas les informations de contexte, si je ne sais pas quand a eu lieu l'émission et ainsi de suite, il manque de la matière globalement. Si je demande ensuite à mon assistant dans les émissions des 6 derniers mois qu'est-ce qui s'est dit sur tel sujet, si j'ai pas le contexte englobant justement de la donnée brute, j'ai aucune information. Et je reprends là mon dernier exemple, justement quand je dis retrouve-moi ou interroge les rapports des 6 derniers mois, justement si les documents, si on ne les a pas qualifiés comme étant des rapports, si on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été mis en ligne, si globalement en fait on a des lacunes sur le contexte et les informations qu'ils qualifient, on va pouvoir amener du service, mais pas forcément au niveau de ce qu'attend l'utilisateur final. Donc voilà, on a toujours nous été un fervent défenseur de ça, de bien qualifier l'information. Et à l'heure de l'IA, ça n'est que renforcé. Voilà. Merci Antoine. Pour ouvrir peut-être sur un autre sujet qui a beaucoup d'importance, en particulier dans nos domaines, qui est celui du numérique responsable. On sait évidemment que l'IA consomme beaucoup d'énergie et génératrice de beaucoup d'émissions carbone. Quelles sont vos positions chez Alfeo sur ce sujet-là? Alors, c'est vrai qu'on répond à des dossiers où globalement on nous demande notre politique RSE et ensuite à côté on nous dit on veut de l'IA à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc on y est très attentif. Déjà, on est persuadé que là, après une course à la fonctionnalité globalement qu'il y a eu sur les IA, où chaque modèle s'est amélioré au fil du temps, et je pense que les IA vont globalement se lisser. Au bout d'un moment, on va arriver à un niveau où chacun fait très bien son métier, et la course va plutôt être ensuite à la consommation. Ça a déjà été engagé. On sait que justement l'IA doit fonctionner sur un téléphone portable. Demain, elle fonctionnera peut-être aussi sur un appareil auditif, j'en sais rien, dans des lunettes. Donc on sait que globalement, les grands acteurs et les acteurs de demain, qui sont peut-être d'ailleurs pas les acteurs d'aujourd'hui, mais vont continuer de se mobiliser sur ces sujets-là. Nous, on a fait le choix, dans un premier temps, également, de ne pas tout de suite monter des infrastructures énormes pour délivrer ce service, parce qu'on trouvait que c'était justement délirant et complètement à l'opposé justement de tout ce qu'on nous demande et tout ce qu'on souhaite mettre en place sur cette partie et écologie, entre guillemets, et maîtrise de nos émissions de carbone, hein, globalement. Donc on a fait le choix aussi d'utiliser des services faits pour
pour éviter dans un premier temps d'avoir à nous monter des infrastructures qui coûteraient très cher, qui consommeraient énormément pour un usage qui, au lancement du service, sera forcément faible. Donc on va y aller crescendo. Voilà, on utilise des services en ligne qui nous permettent de réduire notre empreinte, et puis on va laisser le temps aux IA globalement de s'améliorer, d'être moins énergivores, et puis quand cela fera sens, on délivrera le service par nous-mêmes. Mais je suis persuadé que déjà dans les 6 mois ou 12 mois à venir, il y a déjà des gros progrès qui continueront d'être faits là-dessus. Et après, c'est juste pour compléter, hein, c'est de ne pas tomber effectivement dans l'IA à toutes les sauces. C'est très amusant, on aime beaucoup jouer avec. Mais voilà, il faut également voir sur quel point l'IA apporte une vraie valeur ajoutée et ne pas tomber dans la futilité non plus, pour rester raisonnable, avoir un usage raisonné. Voilà, c'est ça. Merci Antoine, je pense que vous avez bien raison sur tous ces sujets autour de l'IA. Eh bien écoutez, ainsi s'achève cette demi-journée Veille et Knowledge Management. Je voulais tous vous remercier pour vos retours très positifs qui nous donnent envie, bien entendu, de vous proposer des éditions toujours plus qualitatives. Merci également à tous nos interlocuteurs, nos intervenants du jour. Merci à vous, Antoine, pour cette prise de parole très intéressante. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont évidemment contribué de près ou de loin à l'organisation de cet événement, les équipes commerciales et marketing chez Archimag, évidemment. Merci à Eric. Et on vous donne rendez-vous d'ici peu pour une nouvelle journée qui sera consacrée à la GED et à l'intelligence artificielle. Et d'ici là, je vous invite, merci Antoine de me le rappeler, à prendre connaissance, à prendre contact, avec tous nos speakers de ce matin sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à interagir avec eux, à leur poser toutes vos questions. Je suis sûr qu'ils se mettront à votre disposition pour répondre et pour échanger avec des informations complémentaires. Merci à tous, très bonne journée. Merci Fabien, bonne journée à tous.